Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous soutenir en likant, en commentant et en partageant nos posts. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet de la télépathie. Croyez-vous que ce phénomène est possible? Si vous avez des doutes, écoutez le récit que je vais vous lire. Il s'appelle Jeu d'enfant. Moira, veux-tu aller chercher mon chapeau de paille vert dans la chambre? Gina vient de s'adresser à sa cousine Moira. Elle est bien plus âgée que Moira, 7 ans de plus. Elle a 16 ans et Moira 9 seulement. Moira, tu m'entends? Aucune réponse. Moira n'est plus là. Mais si, la voilà qui sort de la maison. Elle tient le chapeau de paille vert de Gina à la main. C'est quand même étrange. Elle est partie avant même que sa cousine ne lui demande, et elle revient juste avec le chapeau de paille vert. Pas le rose, le bleu ou le blanc, le vert. Merci mon chou. Mais comment as-tu su que je voulais mon chapeau vert? Je ne sais pas, j'ai deviné que tu allais me le demander. C'est ainsi que Gina Bigelow et Moira Arbel en viennent à se demander s'il n'existe pas entre elles une possibilité extraordinaire de communication, la télépathie. On va voir. Je vais penser très fort à quelque chose et tu vas essayer de deviner à quoi je pense. Moira ferme les yeux pour mieux se concentrer. Gina fait de même pour projeter une image mentale vers sa petite cousine. Tu penses à James Phillips? Gagné! Mais c'était trop facile. Nous en avons parlé ce matin. On recommence. Nouvel essai. Les deux jeunes filles observent une nouvelle minute de concentration. Je vois le perroquet de tante Karine. Tout juste, c'est formidable. On va essayer dans l'autre sens. Cette fois, c'est Moira, la plus jeune, qui se concentre pour lancer une image mentale vers l'esprit de sa cousine Gina. Gina, qui, après un court instant, lance: Je vois les confitures de groseille dans le placard. Mais oui, c'est ça! Oh, ça me donne faim! Et les deux cousines décident d'aller voir si les confitures de groseille sont toujours aussi bonnes. Bientôt, hélas, les deux cousines sont séparées. Gina est en âge d'aller poursuivre ses études à l'université. Mais elle est trop belle, trop blonde, ses yeux sont trop verts. À Melbourne, elle est vite la vedette du campus universitaire. Les compliments pleurent. Avec votre silhouette et votre allure, vous devriez tenter votre chance comme mannequin. Gina réfléchit quelque temps, très peu de temps, et elle se lance. Séance de pause, défilé de collection, prise de vue en maillot de bain sur les plages de sable immaculée. La vie de mannequin, bien qu'un peu aléatoire, a du charme. Gina fréquente un milieu de riches, bien éloigné de celui où sa mère, la tante Karine de Moira, a vécu toute sa vie. Moira, tu refais une tête, tu boudes? Non, je m'ennuie de Gina. Vivement que je puisse aller la rejoindre à Melbourne. Elle a l'air de vraiment s'amuser là-bas. Mais le destin en décide autrement. Le père de Moira se méfie de la grande ville et de ses tentations. Pas question pour Moira d'aller poser à moitié nue pour les magazines. D'ailleurs, il faut bien l'avouer, Moira est beaucoup moins jolie que sa cousine. Alors, Moira Arbel se contente de vivre la grande vie à travers ce que sa cousine lui laisse entrevoir lors de ses rares visites. Moira Arbel vient de voir 20 ans. Elle est en voiture et roule sur une petite route tranquille. Soudain,
Elle prend conscience qu'un véhicule jaune, une Rover, la suit de très près. Pourquoi si près sur cette route rectiligne et déserte? Si le conducteur est pressé, il n'a qu'à la dépasser. Dans le rétroviseur, Moira distingue 2 visages dans l'autre véhicule, 2 hommes. Soudain, le conducteur de la Rover décide de la dépasser, d'accélérer et fait une queue de poisson, l'obligeant à stopper en catastrophe sur le bas-côté herbeux de la route. Moira se demande ce qui lui arrive. 2 policiers descendent de la voiture jaune. Ils s'approchent de la voiture, l'un d'eux ouvre la portière et saisit Moira par le bras. Il est jeune, il a la peau basanée, il arrache littéralement Moira de son siège et elle proteste. «Mais que me voulez-vous? Je n'ai rien fait de mal, je ne roulais pas trop vite.» L'autre policier est descendu de la voiture. Une voiture toute banale, sans aucun signe ni inscription. Il rejoint son collègue qui maintient Moira fermement. «Vous êtes bien Gina Bigelow?» «Mais non, je ne suis pas Gina Bigelow, je suis sa cousine Moira Arbel. Que me voulez-vous?» Et on dirait que les 2 hommes n'ont pas entendu ce que Moira vient de leur crier. À présent, le second policier sort du coffre de la voiture jaune une longue corde. Les 2 hommes ligotent la pauvre Moira. Puis ils la poussent à l'arrière de leur Rover et démarrent. Moira, bâillonnée, gémit, mais aucun mot n'est intelligible. Elle essaie de demander: «Mais qu'est-ce que vous me voulez?» La voiture jaune s'arrête, enfin, près d'un lac. Personne à l'horizon. Au loin, sur l'autre rive, une maison blanche qui semble déserte. Le soleil se couche. D'un rouge sinistre, les policiers extraient brutalement Moira de la voiture. Ils la poussent vers la rive du lac. Puis ils ouvrent le coffre et en sortent 2 petites enclumes qu'ils fixent au cordage qui ligote malheureusement Moira. Le premier policier passe son bras autour du cou de Moira, la tire brutalement en arrière. Moira voudrait hurler, mais le bâillon l'en empêche. Elle sent un objet métallique. C'est le canon d'un revolver que le 2e homme lui introduit dans la bouche. Moira pousse un hurlement qui semble ne pas devoir s'arrêter. «Moira, ma chérie! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Moira, je suis là!» Moira est blême. Elle met un moment à réaliser dans quel endroit elle se trouve. Le papier à fleurs, les photos au mur, l'abat-jour de soie rose. Elle tremble et claque des dents. Pourtant, elle comprend petit à petit qu'elle est dans sa chambre à coucher et sa mère, Elisabeth Arbel, est là, en chemise de nuit. Elle lui tient la main. William Arbel, son père, et Timothy, son jeune frère, sont là aussi en pyjama. Tous posent une question muette. «Qu'est-ce qui t'arrive?» «Je viens de faire un cauchemar, c'était horrible. J'étais en voiture sur une route déserte, j'allais je ne sais où. 2 hommes en voiture ont bloqué mon véhicule.» William Arbel l'interrompt. «Tu vois bien que c'était un rêve. Tu n'as pas de voiture et même pas de permis de conduire.» Alors, ces 2 hommes m'ont saisi et ils m'ont ligoté. Ils m'ont entraîné près d'un lac et ils m'ont tué d'un coup de revolver dans la bouche. «Tu parles d'un cauchemar? Tu te sens manger de soupe aux huîtres hier soir. C'est un problème de digestion.» Maman Arbel fait taire son mari. Moira a vraiment l'air choquée. Elle se met à pleurer tout en continuant son récit. Ses parents entendent vaguement: «Gina, Gina, c'est horrible.» «Quoi, Gina? Qu'est-ce qui est horrible?» Moira a du mal à reprendre son souffle. Dans son dernier sanglot, elle dit: «Mais dans mon rêve, ces hommes me disaient que j'étais Gina.» Maman Arbel tient un verre d'eau fraîche à la main et un petit cachet. «Tiens, ma chérie, avale ça. Tu vas te rendormir jusqu'à demain et quand tu te réveilleras, tout sera rentré dans l'ordre.»
C'est bien ce qui se passe. Le lendemain est un dimanche et la journée est calme. À part un coup de téléphone, presque à la nuit tombant, maman Arvelle décroche. Toute la famille attend pour savoir qui a appelé. C'est tante Karine. Elle est inquiète parce qu'elle essaye depuis ce matin de joindre Gina. Aucune réponse. Elle a même appelé des amis de Gina avec beau, personne ne l'a vu. 2 jours plus tard, tante Karine Bigelow arrive chez les Arvelle. De toute évidence, elle a beaucoup pleuré. J'ai appelé la police. Gina a disparu complètement. La police a visité son appartement. Elle n'est pas réapparue depuis 2 jours. Je suis folle d'angoisse. Et le pire, c'est qu'on a retrouvé sa petite porte sur une route déserte. Son sac à main, ses papiers, son argent étaient encore là. Et la clé de contact était encore en place. J'ai peur. Moira hésite à raconter son rêve à sa tante Cabine. Ce serait trop cruel. Elisabeth Arvelle essaye d'être rassurante. Elle va revenir. Tu sais comme Gina est fantasque. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Mais plus personne n'entend parler de la jolie Gina. La police découvre alors, au cours de son enquête, que Gina la blonde menait grand train de vie. Avec quel argent? La réponse arrive. Gina arrondissait ses fins de mois en rencontrant des messieurs fortunés qui venaient lui rendre visite. Uniquement du beau monde, en tout cas beau sur le plan financier. Puis encore, Gina avait un ami de cœur qui était un excellent photographe et qui savait prendre des clichés compromettants pour ceux qui se livraient aux joies de la débauche extra-conjugale avec la belle Gina. Les policiers concluent sans aucun commentaire. Gina Bigelow faisait chanter ses clients. Karine Bigelow et les Arvelle sont effondrés. Qui aurait pu penser ça? Mais cela ne fait pas avancer l'enquête. Qu'a-t-il pu arriver à la trop belle et trop gourmande cousine? Monsieur l'inspecteur, il faut que je vous raconte un cauchemar que j'ai fait le jour de la disparition de ma cousine. J'ai eu peur d'être ridicule, alors je n'ai rien dit. Mais sait-on jamais? Gina et moi avons toujours fait de la transmission de pensée. Et Moira, qui ne peut retenir ses larmes, raconte le film d'horreur avec précision. Le rapt, le lac, la maison, les enclumes, le revolver dans la bouche, les policiers sont impressionnés. Quelqu'un dit: à 5 miles de l'endroit où l'on a retrouvé la forme de Gina Bigelow, il y a un lac qui correspond bien à la description. Moira accompagne les policiers. On retrouve le lac, on drague le fond. Gina Bigelow est là, ligotée, lestée d'enclumes, la bouche éclatée. Moira examine alors les fichiers de la police et reconnaît les 2 assassins. 2 tueurs à gages employés par un des gros clients de Gina Bigelow. Déguisés en policiers, ils ont exécuté la call girl. Quand Moira est confrontée à l'un d'eux, elle lui raconte en détail comment il l'a tuée et l'autre hurle d'horreur. Oui, c'est moi qui vous ai tué. Emmène-la, c'est une sorcière.